Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire Comment identifier, repérer et orienter une situation d'illettrisme organisé par le Carré Foref. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Armel des Abeilles Nourries de la NLCI. Euh, Ophélie Herriot ne sera pas avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Céline Roland de Transition Pro et Johan Gagneux de Transition Pro. On va vous proposer de commencer par un petit quiz. Je pense qu'il doit s'afficher à l'écran. Une petite mise en bouche et quelques questions pour démarrer. Démarrer. Ça y est, je vois que les réponses arrivent. Connaissez-vous Cléa? Est-ce que le certificat Cléa s'adresse aux personnes en situation d'illettrisme? Et puis la dernière question, combien de domaines permet de certifier Cléa? Je vous donne les résultats tout de suite. Partagez les résultats. Voilà, je pense que vous avez les résultats à l'écran. Et puis ça me permet de passer la parole directement à Johan. Merci Claire. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce temps effectivement. Alors j'allais dire un temps d'information, mais à la lecture des réponses que je vois à l'écran, apparemment les participants ont déjà des informations à la fois sur l'illettrisme et puis sur aussi Cléa comme étant un levier de pouvoir agir sur ces situations-là. Donc c'est très bien, ça va permettre aussi de pouvoir interagir ensemble à travers les questions que vous pouvez poser sur le chat. Ce webinaire que nous vous proposons donc en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et le CARIFOREF dans son organisation s'inscrit complètement dans la charte qui a été signée par différentes structures, différents partenaires le 6 novembre dernier et qui vise justement à lutter contre ces situations d'illettrisme auprès de salariés en entreprise. Donc une convention portée par le préfet de région, notamment des Pays de la Loire. Et donc c'est un enjeu important pour les citoyens, j'allais dire, et pour notre région en particulier. Et donc ce webinaire s'inscrit dans cette dynamique de pouvoir agir ensemble en direction de ces personnes. Et donc, ça nous paraissait effectivement important de pouvoir nous réunir ce matin pour pouvoir finalement se poser des questions pratico-pratiques en termes de repérage, notamment de ces situations d'illettrisme, de pouvoir bien comprendre ce que cela revêt. Et donc là, Armel nous permettra d'y voir plus clair. Et puis ensuite, Cléa comme étant un dispositif pouvant agir sur ces situations-là. Et donc là, je laisserai la parole à ma collègue Céline Roland, qui est la référente, on va dire, un peu Cléa à Transition Pro et qui pourra vous expliquer effectivement ce que c'est, mais je vois qu'il y a 91% des participants qui savent déjà ce qu'est Cléa, mais surtout la manière dont on peut l'utiliser et le déployer dans sa configuration très opérationnelle sur le terrain. Et on fera le lien notamment avec quelques retours d'expérience, même si effectivement notre collègue, j'allais dire Ophélie de Cap-Savoir, n'a pas pu se joindre à nous ce matin. On tâchera malgré tout de vous donner des éléments concrets et factuels d'illustration sur des expériences de terrain. Voilà. Je laisse la parole très simplement du coup à Armel qui va pouvoir nous expliquer dans un premier temps euh, ce qu'est l'illettrisme et bien comprendre ce qu'est l'illettrisme. Armel, c'est à Oui, toi. merci beaucoup, Johan. Effectivement, moi, je vais faire un petit peu le cadre de ce qu'est l'illettrisme et de la réalité que ça recouvre, avec un certain nombre de choses qui sont généralement connues, puis des choses qui sont peut-être un petit peu moins connues et qui peut être sujet à quiproquo ou à une mauvaise compréhension de la situation. C'est pour ça que je commence systématiquement toutes mes interventions sur un petit rappel des définitions, qui sont des définitions qui ont été établies de manière collégiale par la NLCI et tous ses partenaires, membres du comité consultatif, donc une centaine d'acteurs euh, de la société civile qui ont collaboré
créé cette définition qui est qui est une définition particulièrement, un mot qui est particulièrement français et qui désigne la situation de personnes qui ont été scolarisées en France ou en français, mais qui, malgré cette scolarisation, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base. Et là, c'est vraiment le point très important pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne ou de la vie courante. C'est vraiment le socle, le bagage nécessaire pour fonctionner dans notre société que recouvre en fait cette notion d'illettrisme. Et aujourd'hui, ben, en fait, les situations de la vie courante nous imposent un usage du numérique, ce qui nous a amené à avoir une définition, alors qui est la nôtre, qui peut qui peut englober un concept plus large. Mais pour nous, l'électronisme, c'est la situation d'adulte qui ne maîtrise pas les outils numériques usuels. On est vraiment sur quelque chose pareil de la vie courante, hein, un téléphone, une tablette, éventuellement un PC, pour accéder aux informations, les traiter et agir en toute autonomie, pardon, excusez-moi, en toute autonomie dans la vie courante. On est vraiment sur le même niveau d'exigence, à savoir être autonome. C'est pas parce qu'on fait des fautes qu'on est en situation d'illettrisme. C'est pas parce que on ne sait pas faire un tableau croisé dynamique qu'on est en situation d'électronisme. On est vraiment sur quelque chose beaucoup plus basique que ça. Ce qui m'amène justement à faire une intervention sur ce qu'il y a derrière tous ces éléments et qui est en fait le cadre de réflexion de la formation et de la construction d'une formation. Euh, à la création de l'agence, les différents partenaires ont travaillé sur le cadre national de référence que vous voyez là en petit livre rouge, qui a posé toutes les bases en fait, de la réflexion et de l'action de la NFCI, qui a déterminé les degrés, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est en situation d'électrisme et quand est-ce qu'on en sort. Donc, les deux premiers degrés sont le socle fonctionnel pour la vie courante. Ça, c'est vraiment ce qu'il est nécessaire de connaître et de maîtriser pour pouvoir être autonome dans la vie courante. Et on voit que ces éléments ben, viennent s'articuler avec les compétences de base. Et là, on monte de degrés et on arrive à des degrés 3 et 4, sachant que pour nous, degrés 1 et 2 sont les degrés de l'illettrisme. Ce sont le niveau d'illettrisme. Et on considère qu'on sort de l'illettrisme à partir du moment où on maîtrise le degré 3. Le degré 4, on est plutôt sur des questions de remise à niveau, de choses à réviser, mais qui ne sont pas, qui n'empêchent pas de fonctionner justement dans les situations simples, dans la vie courante et d'être autonome dans son quotidien. Alors, c'est peut-être un petit peu théorique tout ça. Pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'explication, le degré 1, c'est vraiment les repères structurants. Et une personne qui maîtrise le degré 1, donc je rappelle, hein, ce sont des personnes qui sont allées à l'école, qui ont appris des choses. Donc ce sont des personnes qui maîtrisent un certain nombre de choses. Par contre, l'autonomie s'arrête à une capacité d'imitation ou d'évolution dans un repère, un environnement avec des repères connus. Le degré 2, on est vers un peu plus d'autonomie. On est sur des compétences fonctionnelles pour la vie courante. Et là, on a un début de capacité d'adaptation où on peut transposer ces compétences dans un environnement moins connu. Ce qu'on sait faire dans un environnement connu, on est capable après de s'appuyer dessus pour transférer ça dans un environnement moins connu. Pas complètement inconnu non plus. Je pense à une personne qui fait peut-être des ménages chez des particuliers. Faire le ménage chez Madame Durand, on est dans sa zone de confort. On décroche un contrat pour Madame Martin, euh, on est capable de transférer. On est toujours dans un contexte qui se ressemble. C'est une maison qui propose un environnement à peu près identique. Là, on est capable de s'adapter.
À partir du degré 3, justement, on peut encore plus s'adapter et transférer ses compétences dans des situations qui sont beaucoup moins connues, dans des pratiques qui nécessitent justement une capacité de transfert, de transposition de ce qu'on a appris à faire dans un certain contexte. On est capable de le transférer dans un autre contexte. Et le degré 4, on est dans le renforcement de l'autonomie, mais là, on est vraiment sur agir de manière complètement autonome dans la société de la connaissance, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Euh, En principe, on considère les compétences de base comme étant les compétences langagières qui recouvrent à la fois lire et écrire, qui sont les compétences liées à la lecture, à l'écriture, qui sont des compétences finalement extrêmement complexes hein, de l'activité cognitive, et également les compétences à l'oral, être en capacité de s'exprimer, c'est une compétence langagière qu'il est nécessaire de maîtriser pour fonctionner dans la société et dans le monde du travail. On retrouve également la compétence mathématique, hein, c'est-à-dire le calcul, les quantités, les grandeurs, et puis aussi la résolution de problèmes relativement simples pour ce qui est du public que l'on vise. Il y a les compétences cognitives, hein, la capacité à maîtriser l'orientation dans l'espace, l'orientation dans le temps, également tout ce qui est raisonnement logico-mathématique, la capacité à organiser ses connaissances, hein, faire des petites cases, regrouper les éléments par grande famille, et la mémorisation. Et puis après, finalement, toutes ces compétences peuvent aller vers ce qu'on appelle les compétences clés, qui sont un petit peu plus complexes, qui va combiner ces compétences socles avec d'autres compétences. Et là, c'est quelque chose qu'on va vraiment utiliser dans le monde du travail, à savoir la résolution de problèmes un peu plus complexes, de l'organisation, de la coopération avec autrui. Ce sont tout ça des éléments qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure dans les domaines de Cléa, puisque ce sont des travaux qui ont commencé dans les années 2000 avec la NLCI, certainement avant, puisque la NLCI a été créée en 2000, et qui effectivement ont alimenté toute la réflexion autour de la création de Cléa. Je te laisse diffuser peut-être le film. J'arrête le partage. Il s'agit de vous donner l'occasion d'écouter quelques témoignages hein, de salariés de ce que ça peut apporter en fait, la formation professionnelle, qu'est-ce que ça apporte aux salariés et du coup l'importance de pouvoir former les personnes qui ont des besoins en compétences de base, notamment dans le monde du travail. Au travail, j'avais pas de problème à l'époque parce que c'était surtout un travail manuel où il n'y avait pas besoin de savoir écrire. On a toujours des petites choses pour empêcher que ça se voit. On n'a pas de stylo, on n'a pas de lunettes parce qu'on voit pas clair, on demande aux autres de le faire parce qu'on n'est pas équipé. Le cursus scolaire, quand même, il est loin, il date de 28 ans en arrière. Donc c'est légitime, voilà, pour pouvoir entrer en confiance, quoi. Voilà, donc cette remise à niveau, elle m'a permis d'avoir un petit peu confiance en moi et puis de pouvoir me projeter pour réussir mon projet professionnel, qui serait d'être soignante un jour. Quand je suis commencé au mois de mai, j'avais un peu de mal dans tout ce qui est dans les matières, les mathématiques, tout ça. Et grâce à ces cours-là, en fait, et j'ai réappris, on va dire, de refaire bien comme il faut les soustractions, tout ce qui est division. Le problème pour moi, c'est que je savais ni lire ni écrire. Les difficultés que j'ai rencontrées, que j'ai développées, c'est avec les collègues tout au départ qui savaient pas ma difficulté personnelle, qui ne connaissaient pas parce que on se laisse pas voir en principe. La formation m'a rapporté beaucoup parce que ça m'a retiré de là où j'étais, c'est ce que je faisais, et de m'apporter plus en reconnaissance de ce que je fais aujourd'hui. D'un point de vue humain, ce que j'ai gagné, c'est surtout le fait de travailler en groupe. Déjà de une, j'avais pas forcément l'habitude de travailler en groupe. Ça a changé les regards des autres. Ça a changé aussi au sein
de mon travail et ça m'a permis aussi d'évoluer dans mon métier. Le fait de pouvoir mieux m'exprimer rend service autant dans le domaine du travail comme dans ma vie personnelle. Je progresse dans la mesure où je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe, ce qui me permet de faire des rapports à mes responsables hiérarchiques. Pour moi, ça m'aide beaucoup pour voir plus loin. Moi, je suis content, ça m'a permis de retrouver un rythme de travail qui était très important. Dans la formation, ça m'a appris à revoir des bases que j'avais un peu oubliées, de me préparer à des tests psychotechniques que je sais que j'ai être confronté, donc ça c'est vraiment un plus. Je suis à l'aise parce que c'est dû justement à la compétence clé, quoi. Voilà. Donc j'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais été renfermé, mais ça m'a développé, quoi. Ça m'a permis de parler en groupe que je faisais pas auparavant. Donc ça m'a permis de me remettre à l'aise et confiance en moi. La formation m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a aidé à mon boulot, j'ai pu remonter de salaire aussi parce que bon, t'es obligé de faire des formations pour prouver qu'est-ce que tu veux sur le terrain, mais même sur les formations, j'ai prouvé qu'est-ce que je voulais. J'ai prouvé aux gens que je travaille et à ma famille aussi. Ça a développé aussi chez moi le plaisir d'apprendre, voilà, notamment la lecture. Moi qui n'avais jamais ouvert un livre depuis plus de 30 ans, si je peux me permettre. Donc aujourd'hui, si je n'ai plus de bouquins, eh ben c'est comme s'il me manquait quelque chose. Donc j'ai découvert la lecture du fait de mon âge mature et c'est avec plaisir que je dévore maintenant. Alors, je vais repartager mon support. Donc, voilà, ces témoignages permettent de montrer effectivement que à la fois les personnes ont caché leurs difficultés, donc c'est important d'avoir un œil un petit peu aguerri pour être sensible à ces difficultés que les personnes vont chercher à cacher, et que finalement, quand on les a convaincus de se former, on voit que ça a un impact extrêmement positif, à la fois dans l'environnement professionnel, c'était ce qui était cherché initialement, mais avec des ondes de positivisme sur les autres espaces de leur vie, notamment dans la reprise de confiance et la légitimité de chacun dans sa vie professionnelle et personnelle. Je vais revenir rapidement sur quelques chiffres sur l'illettrisme. Ce sont des données qui ont été établies par l'INSEE. On aura des chiffres à jour l'année prochaine, en 2024. Le chiffre de 2 500 000 personnes, à savoir 7% de la population de 18 à 65 ans qui a été scolarisée en France, c'est sur la France métropolitaine. Et ça représente plus que tous les habitants de la ville de Paris. Donc, c'est quand même un chiffre qui est important. On voit, ça nous a permis aussi d'avoir un petit peu des éléments de profil pour les personnes qui sont concernées. On sait que ce sont plus souvent des hommes, 60,5% des personnes en situation d'illettrisme sont des hommes. On sait également que ce sont principalement des personnes qui ont plus de 45 ans. Donc, les difficultés augmentent avec l'âge. Et on sait également que la moitié d'entre elles ont un emploi. D'où l'importance de mobiliser tout ce secteur du monde du travail, de la formation professionnelle continue pour former les salariés, à la fois pour l'autonomie des salariés sur leur poste, mais également pour les performances de l'entreprise, qui sont des éléments qu'on retrouve dans les outils de l'agence et à travers aussi la charte qui a été signée au mois de novembre, que mentionnait Johan en introduction. On a également des éléments sur les branches qui sont le plus impactées par l'illettrisme. On voit que l'agroalimentaire, on peut, voilà. Là, on est sur les fameux 7%, je dirais, de moyenne, et on voit que ceux qui dépassent, donc l'agroalimentaire dépasse les 7%, l'activité liée à la personne dépasse les 7%, l'industrie, l'agriculture et la pêche ont plus de situations d'illettrisme en moyenne que la moyenne nationale.
Et on voit que finalement, tous les secteurs sont relativement touchés par l'illettrisme. Et donc, il est important que chaque employeur puisse se poser la question de savoir s'ils ont des salariés en situation d'illettrisme et de pouvoir les former. Et justement, un des outils de formation, c'est Cléa. Je laisserai les collègues en parler tout à l'heure. Je vous présente quelques chiffres, je dirais, à l'échelle régionale. On n'a pas d'enquête directe qui nous permet d'avoir des éléments. Je me suis servi des clés de projection sur la population ligérienne. On sait que 14% des habitants des QPV sont en situation d'illettrisme. Ça fait un peu moins de 20 000 personnes concernées dans notre région. On sait que chaque année, il y a 1500 jeunes qui sont en situation d'illettrisme, qui sont repérés lors des JDC et qui viennent alimenter le nombre de personnes concernées chaque année. On sait également qu'on a 85 800, un peu plus de 85 800 salariés en situation d'illettrisme. Donc, il est important effectivement que le monde du travail prenne conscience de cette problématique et puisse mobiliser de la formation pour pouvoir accompagner ces salariés et accompagner la performance des entreprises. Et on sait également que 10% des demandeurs d'emploi sont en situation d'illettrisme, soit un peu plus de 26 000 personnes dans notre région. À l'échelle des différents départements, on voit que les plus mauvais élèves, j'aime pas parler comme ça, mais en tout cas, le territoire le plus concerné, c'est plutôt la Sarthe. Mais on voit que derrière, finalement, le Maine-et-Loire et la Mayenne sont aussi fortement concernés, mais de la même façon, tous les territoires accueillent des personnes en situation d'illettrisme et personne n'est exempt. Une rapide présentation de la charte qui a été évoquée et signée par Transition Pro, justement, qui a vocation à mobiliser tous les acteurs employeurs, que ce soit des employeurs privés ou publics, hein, puisque toute la fonction publique est aussi un important employeur et n'a pas de raison de ne pas avoir de salariés en situation d'illettrisme. Cette charte a vocation à faire prendre conscience aux employeurs que potentiellement, ils peuvent être concernés. Et s'ils sont concernés, en s'appuyant sur des outils de la NLCI, hein, puisque l'idée de la prise de conscience, c'est quand même accompagner avec des outils. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'éléments sur les outils. Ce n'était pas le lieu de les présenter ici, mais c'est surtout inciter à la formation. Et quoi de mieux comme attestation de formation qu'un certificat qui est parfois le premier diplôme pour le salarié et qui est l'occasion d'être très, très fier, mais c'est aussi une garantie pour l'employeur d'embaucher un salarié qui maîtrise les 7 domaines de compétences, puisque la personne peut se présenter avec ce certificat CLEA qui atteste de ses compétences. On voit que cette charte a été signée par 24 signataires du monde des OPCO, des chambres consulaires, mais également de grands réseaux d'employeurs. Et les organisations patronales et syndicales se sont également joints à la dynamique. Voilà, je vais passer la main, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, je vais passer la main à Céline, pardon, pour justement faire le point sur Cléa, qui s'adresse effectivement, j'ai oublié de reboucler, mais il est évident que Cléa s'adresse aux personnes en situation d'illettrisme. Ça fait partie des principes qui ont été sous-jacents à la création de ce certificat. Peut-être juste, il y a une remarque dans le chat, Armelle, peut-être que tu peux en dire 2 mots. Chez les personnes sourdes de naissance, l'illettrisme est encore bien plus élevé. C'est un vrai frein à leur intégration dans le monde professionnel. Est-ce qu'il y a des chiffres ou des choses par rapport aux personnes sourdes de naissance? Alors, je suis désolée, j'ai eu une petite coupure Internet au moment où tu parlais. Je n'ai pas entendu la question. Dans le chat, une personne parle des personnes sourdes de naissance et dit que l'illettrisme est encore bien plus élevé pour ce type de personnes. C'est un frein à leur intégration dans le monde professionnel. Oui, effectivement. Alors là, on rentre dans un champ qui est un petit peu complexe, qui est à savoir le champ du handicap et l'impact du handicap dans la capacité des personnes à apprendre à lire et à écrire. Mais effectivement, on sait que parmi les personnes
sourde, il y a une surreprésentation des situations d'illettrisme parce que peu d'accompagnants en fait, a- proposent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui demandent des compétences vraiment très particulières pour accompagner les apprentissages des personnes sourdes. Et je suis désolée, j'ai pas de réponse magique sur ce champ-là. Mais oui, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont plus exposées aux situations d'illettrisme. Merci Armelle. Bonjour à tous, ouais, je prends le relais. Bonjour à tous. J'ai partagé l'écran, je pense que vous voyez à distance. Donc ouais, effectivement, Cléa, merci beaucoup Armelle de tout cet éclairage. Donc Cléa, effectivement, c'est une première certification interprofessionnelle qui a été élaborée par les partenaires sociaux. Donc c'est assez important puisqu'en fait, elle est reconnue dans tous les secteurs et par tous les acteurs. Donc c'est ce qu'il faut retenir de ce certificat Cléa. Son originalité, en fait, c'est de construire une offre de formation personnalisée, puisqu'en fait, il va y avoir toute une évaluation initiale et en fait, l'organisme de formation qui accompagnera, et j'en reviendrai dessus tout à l'heure, fera en fait un focus spécialement sur les compétences manquantes aux salariés qui passent sur cette certification clé. Excusez-moi, j'ai pas très vite. Donc, son objectif, je vais aller un peu plus vite puisqu'Armelle a déjà dit pas mal de choses sur le certificat Cléa. Donc, c'est maîtriser les connaissances et les compétences socles par rapport à ce qu'a dit Armelle tout à l'heure pour favoriser l'accès à la formation professionnelle, mais aussi, surtout, à l'insertion professionnelle. Dans les faits, c'est souvent une insertion professionnelle et en même temps, au fur et à mesure, en fait, le salarié va souhaiter apprendre à apprendre, donc aller au-delà et aller sur d'autres formations pour évoluer également professionnellement. Donc, tous ces acquis sont utiles pour la vie professionnelle, mais également la vie personnelle. On a réalisé 3 remises de certificats là, courant novembre au niveau des Pays de la Loire. On a commencé par la Loire-Atlantique le 7 novembre. Le 21 novembre, on était en Sarthe. Le 28 novembre, on était sur Angers. Et tous les reportages, tous les témoignages que vous avez vus tout à l'heure qui ont été diffusés par Armelle, c'est vraiment ce qu'on vit dans la réalité lors de la remise de ces certificats. On voit tout de suite l'évolution du salarié entre l'évaluation initiale et la fin. C'est vraiment impressionnant cette évolution du salarié où il a pris confiance en lui. Il est en capacité réelle de prendre la parole lors des remises de certificats. Ophélie, qui était là en Sarthe, nous a dit jamais il aurait pris la parole au début de son accompagnement il y a 18 mois. Donc en fait, on voit vraiment cette évolution. Il est plus autonome également dans la vie pro et perso. On avait des jeunes, donc en même temps, je vous fais des teasings aussi hein, sur des salariés qui ont exprimé, en fait, qui ont témoigné. Un jeune qui venait de se mettre en couple avec sa petite amie, il était incapable de faire les comptes. Là, ça y est, il comprend, il fait les comptes, il est capable de lire une facture. Donc, on voit tout l'intérêt aussi de Cléa dans ce domaine-là. De sécuriser également son parcours professionnel. Sur Angers, on a un salarié qui a eu son certificat Cléa. En même temps, il a eu son CQPM pour être opérateur. Et puis là, il souhaite aller sur une formation pour être technicien en réseau. Donc là, c'est vraiment l'objectif de je me suis insérée professionnellement et là, maintenant, ça y est. Je prends le goût à retourner en formation parce qu'il y avait quand même une peur du tableau blanc. Et en même temps, bah, ouais, j'ai envie d'évoluer, quoi. Maintenant, ça y est, je suis dedans et j'y vais et je suis motivée. Pour l'entreprise, d'une part, bah, c'est de fidéliser ses salariés, clairement, et puis c'est de sécuriser et remobiliser ses salariés. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises qui étaient là également pour témoigner sont vraiment au cœur du dispositif. C'est-à-dire que l'entreprise l'accompagne également ces salariés-là. On avait des salariés qui étaient vraiment dans des entreprises adaptées, dans des chantiers d'insertion. Donc, elles sont vraiment accompagnatrices au même titre que l'organisme de formation pour que le salarié réussisse. L'objectif également pour l'entreprise, c'est gagner en autonomie. Au lieu d'aller voir le responsable de service, eh bien, le salarié devient capable de faire tout seul et puis d'intégrer des formations techniques métiers, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, ça y est, j'ai mon certificat Cléa, je suis capable d'aller sur le CQPM, j'évolue
et je fais de mieux en mieux et de plus en plus. Donc, cette certification, en fait, elle maîtrise tous les domaines et les connaissances et les compétences. Donc, vous avez répondu à 64% qu'il y avait 7 domaines tout à l'heure dans le quiz. Et effectivement, il y a 7 domaines de compétences. Donc, le premier domaine, c'est communiquer en français. Par retour, pour les salariés qu'on a vus lors des remises de certificats, c'est le domaine où il y a le plus de difficultés pour certains salariés à l'acquérir. On a eu le cas dans une entreprise où on avait les salariés qui étaient certifiés Total et en même temps, l'entreprise a souhaité mettre en valeur les salariés qui n'avaient pas eu les 7 domaines de compétences, mais souvent 5 à 6. Hein. Donc, ils y arrivaient. Ils ont 5 ans pour acquérir les 7 domaines. Donc, il y a encore un peu le temps. Et là, ils sont partis pour faire une petite pause et ils y reviendront. Mais c'est vrai que communiquer en français, en tout cas pour les salariés qu'on a eus, c'était une des compétences les plus difficiles à acquérir. Utiliser les règles de base de calcul. Alors là, le salarié nous disait, bah, ça y est, je peux aider enfin mon enfant qui est en CM2 à faire ses divisions avec 2 chiffres, vous voyez. Donc, on voit bien l'équilibre perso et pro. Mais en même temps, dans le professionnel, c'est avoir un raisonnement mathématique sur le poste de travail quand vous êtes en gestion des quais, approvisionnement, etc. C'est avoir aussi cette capacité à raisonner rapidement. Utiliser les techniques de l'information et de la communication numérique, ça c'est un domaine qui est aussi très recherché par les employeurs et par les salariés qui veulent se certifier CLEA. L'ordinateur fait encore peur. Comme le disait tout à l'heure Armel, hein, la partie bah ouais, j'ai Internet, aujourd'hui ça y est, j'ai acquis mon ordinateur, là, mais il va falloir que je le branche. Mais maintenant, ça y est, je sais envoyer des mails, j'avance petit à petit et on voit que bah, je rentre aussi dans le monde virtuel. Donc je fais un peu aussi comme tout le monde, ce qui était à un moment donné quelque chose qui était vraiment une barrière. Ça y est, j'y arrive. Travailler dans le cadre des règles d'un travail d'équipe. Donc là, c'est rappeler aussi aux salariés bah, tout ce qui est règles d'hygiène, alors l'hygiène aussi après, mais plutôt les horaires, etc. On est vraiment dans un temps de travail, travailler en autonomie, apprendre tout au long de la vie, apprendre à apprendre. Ça, c'est très important. Et dans le témoignage qu'a dit Armel tout à l'heure, qui a proposé, la personne qui avait toujours envie d'aller plus loin, et là on le voit aussi dans ces 7 domaines de compétences, et puis de maîtriser les gestes et postures et de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Donc, pour acquérir ces 7 domaines de compétences, il y a 4 étapes dans le parcours, puisque la démarche CLEA va s'articuler autour d'un référentiel unique. Et donc, ces 4 étapes, il y a une prise de contact avec un organisme de formation qui est habilité. Je vous ai mis juste après le lien pour avoir ces organismes de formation, puis on est également à votre disposition au niveau de Transition Pro pour les fournir. Et en fait, cette prise de contact, la plupart du temps, se fait aussi avec l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une sorte de triptyque salariés, entreprises et organismes de formation qui va se faire pour pousser aussi, parce que c'est dur hein, pour le salarié d'aller vers cette démarche. Donc souvent, on voit que soit c'est l'entreprise qui a poussé au premier abord, et ensuite, ce sont les salariés eux-mêmes qui s'entraînent. On a vu lors des remises de certificats que les salariés, en fait, n'hésitaient pas à en parler autour d'eux, autour de leurs collègues, en fait, et puis ils se disent, tiens, bah, lui, s'il a réussi, moi, je peux réussir, moi, je peux le faire. Et en fait, c'est une sorte d'effet boule de neige qui va se faire dans l'entreprise. Donc, il y a une évaluation préalable. Cette évaluation préalable, contrairement, en fait, des fois, quand on est en partie évaluation, ça peut faire peur, cette évaluation. Mais en fait, là, l'objectif, c'est de regarder les points forts. C'est pas de dire, tiens, toi, il te manque ça, toi, il te manque ça, toi, il te manque ça. Non. Là, toi, tu as ça. Par contre, il peut, à un moment donné, être intéressant de travailler sur ça. Donc, en fait, l'avantage de cette évaluation préalable, c'est vraiment d'aller sur les points forts pour ensuite visualiser les points les plus faibles et donc les domaines qu'il y aurait à acquérir. On est vraiment sur cette envie de donner confiance et de stimuler le salarié. L'objectif, ce n'est pas de lui dire tout de suite, bon, bah là, il faut qu'on travaille ça, 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 ça. Non, c'est vraiment de le mettre en valeur pour qu'ensuite il déroule sa formation. Donc là, individualisé, personnalisé. Donc dans les faits, c'est à peu près sur une base de 12 à 18 mois.
ou l'organisme de formation. Donc là, Ophélie aurait très bien pu en parler aussi. Malheureusement, elle n'est pas là, mais en clair, Ophélie, elle allait dans l'entreprise une demi-journée par semaine. Donc souvent, c'était le lundi après-midi, où elle avait tous les salariés qui étaient volontaires dans le parcours et pour travailler ensemble les modules. Donc, soit ils avaient à peu près les mêmes modules à travailler et là, ils étaient en effet groupe, ce qui faisait encore cet effet de motivation, soit en fait, le salarié était tout seul avec Ophélie dans une salle. Mais en fait, là, on est à peu près sur une demi-journée par semaine de formation. Sur le temps de travail, donc là, c'est l'entreprise effectivement qui dégage du temps aussi pour ses salariés pour la certification CLEA. Et puis à la fin, en fin de compte, il y a une certification qui est faite par le jury paritaire. Quand le salarié a ces 7 domaines de formation, c'est là que Transition Pro intervient, puisqu'en fait, sur la plateforme CLEA, le jury qui se réunit tous les mois en même temps que la commission paritaire, c'est le même, va valider ou non le certificat. Bon, la plupart du temps, ils sont validés puisqu'il a déjà eu cette certification, enfin cette évaluation finale. Donc là, il a le certificat. Le certificat, nous, ce qu'on fait à Transition Pro depuis l'année dernière, on l'avait fait dans le Loire-Atlantique l'année dernière et là, on le fait dans tous les départements, c'est de le délivrer. Et souvent, c'est leur premier diplôme. Ces salariés-là, c'est vraiment une motivation, une reconnaissance, une satisfaction, mais réelle. C'est vrai que c'est très, très énigmatique de le voir. Et en fait, là, on se dit, ouais, bravo, quoi. C'est vraiment très, très sympa. Donc, nos missions, c'est effectivement, on est signataire de la charte d'engagement régional. Donc, pour ça, notre objectif, c'est de sensibiliser les partenaires et surtout accompagner nos entreprises aussi. Nous, l'objectif aussi, c'est de d'accompagner les organismes de formation quand on voit qu'il y a un parcours de formation où le salarié, il a des difficultés, etc., de travailler avec l'organisme de formation pour, pourquoi pas, mettre une option CLEA en amont pour acquérir déjà ces socles de connaissances et ensuite partir en formation. Aujourd'hui, clairement, c'est de mobiliser les chantiers d'insertion et tout ce qui sont entreprises adaptées pour les mobiliser aussi sur CLEA. On a 70% dans nos certifiés CLEA qui viennent d'entreprises. On a à peu près les mêmes chiffres qu'Armel disait tout à l'heure entre les hommes et puis le niveau, on se rejoint complètement. Mais puis, c'est mobiliser bien sûr les outils de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour détecter ces situations d'illettrisme. Parce que voilà, il y en a qui n'osent pas le dire, comme le disait Armel, et l'objectif, c'est qu'on les détecte également en amont de la formation pour éviter l'échec. Parce que là, il n'y a rien de plus démobilisant que d'échouer à sa formation à cause peut-être d'une certification CLEA qui aurait pu faire le lien. Donc, on promeut CLEA aujourd'hui dans les Pays de Loire grâce à nos référents parcours et nos chargés de développement qui vont dans les entreprises. Et puis, on certifie les candidats, on instruit les demandes, on organise le jury paritaire et puis on délivre le certificat. Je vous ai mis à côté, c'est des petits items des salariés RGPD oblige. Je n'ai pas pu mettre les vidéos parce que je n'avais pas leur autorisation. Mais je vous ai mis, voilà, ça c'est vraiment cette année en fait. Cléa m'a permis de me familiariser avec l'outil informatique, ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup sont fiers de leur parcours. Alors là, l'histoire des factures que je vous ai raconté tout à l'heure. On voit aussi bien sûr le lien. Au début, j'y allais à reculons. Ma responsable m'a motivée, mes collègues m'ont encouragée. On voit que l'effet groupe est très important. Donc, c'est vrai quand une entreprise, l'autre jour, il y a une entreprise qui nous a appelé justement suite au certificat CLEA. Elle veut le mettre en place. Et voilà, elle a déjà détecté plusieurs salariés. Ils sont motivés et on y va, quoi. C'est vrai que cet effet groupe est quand même très important. J'en suis là grâce à mes collègues, ils m'ont parlé de CLEA, j'ai eu mon certificat et dans le groupe, on ne se moque pas de nos difficultés, on se motive, on est ensemble. Ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est très important. On met en avant les compétences et on va chercher les manquements pour la réussite du certificat. On relève vraiment les points forts. Donc, les organismes de formation habilités, vous pouvez les trouver sur la plateforme certificat-clea.fr. Ils sont également sur le site du CARIFOREF. Et puis, comme Cléa est éligible au CPF, vous les trouvez également sur mon compte formation.gouv.fr. Mais là, on est là également pour vous accompagner. On vous a mis à peu près les modalités du parcours. Donc, sur le financement, on est vraiment sur soit le développement des compétences de l'entreprise, la PROA avec les OPCO, les entreprises qu'on a vues, on a délivré le certificat.
c'était les OPCO qui finançaient. Donc, on a eu Acto, Uniformation, OPCO Commerce, OPCO 2I, donc qui les ont financés sur le CPF et sur le PIKI. Et puis la région pour les demandeurs d'emploi. La différence entre le parcours prépa clé, prépa avenir et puis Cléa, c'est que Cléa est un certificat qui va valider les 7 domaines de compétences, alors que le parcours prépa clé va valider que quelques domaines de compétences et il n'y a pas de certificat à la fin. C'est pas certifiant. Là, c'est la partie d'Ophélie, Claire, c'est ça? Ouais. Donc, pour le coup, je peux parler de... Ouais, je peux Il y a parler de deux questions dans le ABS. chat, Céline, je ne sais pas si Ah, vous je ne pouvez vois pas les intervenir. questions. Alors, attends, je ne vois pas les questions. On parle beaucoup de salariés, mais qu'en est-il concernant les demandeurs d'emploi? Et quels sont les financements pour les demandeurs d'emploi en Pays de la Loire? Alors, pour le coup, ça peut être la région, le PIC IAE. Après, peut-être Carmel a plus d'informations sur le financement des demandeurs d'emploi. Nous, j'avoue qu'on finance, enfin que les OPCO vont financer les salariés eux-mêmes, mais le demandeur d'emploi, c'est plus le conseil régional. Oui, en effet, c'est le conseil régional. Il est spécifié dans le cahier des charges que la formation prépa Clé Avenir peut déboucher sur un certificat Cléa. Dans les faits, les temps d'évaluation ne sont pas financés pour les organismes de formation pour faire les positionnements de Cléa, ce qui fait que du coup, c'est sur le papier, mais dans la réalité, ça ne se passe pas. Et c'est vraiment dommage. Je pense que c'est vraiment une piste d'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre du dispositif de la région. Mais à ce jour, le frein, c'est effectivement comment financer les évaluations initiales et de fin, surtout initiales, parce que c'est une évaluation qui nécessite quand même un temps important pour que ce soit dans le cadre du certificat clair. Merci, Carmel. Donc, Ophélie avait mis un témoignage clé en entreprise chez EABS 72, où on a fait la remise de certificat le 21 novembre. Donc, EABS 72, entreprise qu'on ne connaissait pas, nous, à Transition Pro, c'est une entreprise adaptée. Et là, elle a fait un parcours intra, mais depuis 2017, en fait. Ils sont dans la démarche, en fait. C'est leur 5e année, enfin 5e groupe, pardon, qu'ils vont faire sur 2023-25. Et c'est des groupes de 6 à 8 salariés. Donc, le retour des managers, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, plus d'autonomie sur le travail. On ne va plus voir forcément le responsable pour être sûr de soi. Une capacité à travailler en équipe, l'utilisation des supports papier et numériques du poste de travail et une confiance en soi et des améliorations des relations professionnelles. Pour les salariés, plus facile pour s'exprimer et être avec les autres. C'est clair que c'était vraiment très, très formateur, cette remise de certificat. Il y a un salarié qui n'avait pas tout acquis. Là, il lui manquait, comme je le disais tout à l'heure, la partie lecture. Et quand il a témoigné, en fait, Ophélie avait fait... nous, on avait nos propres certificats où les salariés, ils allaient valider les 7 domaines. Et Ophélie, pour aussi porter ceux qui n'avaient pas eu la totalité des domaines de compétences, avait fait des petits certificats de félicitations. Donc, cette personne-là l'a eu et elle a dit devant, on était 35 personnes, qu'elle était super satisfaite de Cléa et qu'elle veut toujours aller plus loin, mais qu'aujourd'hui, elle ne savait toujours pas lire. Quelque chose, quand le salarié vous dit ça devant 30 à 35 personnes qui ne sait toujours pas lire, comme dit Ophélie, avant, il en avait honte. Là, maintenant, en clair, il est prêt à aller dans cette démarche-là d'apprendre à lire et de continuer. Quand on le dit déjà officiellement, il y a une grande, grande marche de fait. Et c'est vrai que c'est très poignant en fait d'entendre ces témoignages-là de quelqu'un qui avant n'osait pas et maintenant ose parler de ses difficultés. Et là, c'est le témoignage chez Sodebo. Pour le coup, on n'est pas du tout intervenu, mais là, parcours des intras depuis 2019. Donc, on dit intra, ça veut dire que l'organisme de formation se déplace dans l'entreprise pour justement faire des groupes de 6 à 10 personnes et pour être dans cette dynamique de co-construction et d'avancer ensemble. Et des volumes horaires entre 84 et 126 heures. Je vois qu'il y a d'autres questions. Il faudrait...
Quel financement pour un BSRA? BSA, pardon. BRSA. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je suis désolée, j'étais en train de répondre dans le chat. C'est les bénéficiaires du RSA. Ah, ok. Voilà. D'accord. Donc, a priori, les bénéficiaires du RSA, alors c'est plus facile s'ils sont inscrits à Pôle emploi. Ouais. Je crois que même s'ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi, ils peuvent bénéficier de la formation financée par le conseil régional. Par contre, il faut qu'ils aient au moins un embryon de projet professionnel, hein, puisque l'objectif des dispositifs financés par la région, c'est le retour à l'emploi. Donc, soit effectivement un financement des parcours prépa clé à venir ou prépa rebond, ou également ça peut passer par une orientation par une entreprise de l'insertion par l'activité économique, et auquel cas, là, la formation, l'accompagnement sur Cléa peut être prise en charge par l'OPCO qui va piloter, suivant le champ d'activité de l'entreprise d'insertion, qui va pouvoir abonder sur la formation de la personne en parcours d'insertion. Merci Armelle. Quel profil, quel diplôme est exigé pour être formateur Cléa? Là, sincèrement, je ne sais pas du tout, hein. Après, c'est le profil le formateur. Maintenant, le profil, là, il faut que je fasse une recherche et que je vous en dise un peu plus. Je pense que Ophélie aurait pu nous répondre à cette question clairement, mais on n'a pas la personne adéquate qui malheureusement est malade. Je vous propose de garder votre question et puis si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez transmettre votre mail ou votre contact pour qu'on vous On rappelle. pourra vous faire un retour par mail si vous souhaitez. Ouais. Ouais. En tout cas, un diplôme de formateur d'adulte. Oui, ça, c'est formateur, c'est clair, ouais. Donc ça, c'est Bac+2. Après, est-ce qu'il faut avoir des compétences autres? Je ne saurais vous dire. En tout cas, pour ce qui est de l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, hein, puisque Cléa s'adresse plus largement à d'autres types de publics, effectivement, il y a besoin d'avoir des compétences un peu spécifiques dans l'accompagnement des personnes, qui sont parfois proposées dans des préparations de diplômes, des diplômes universitaires ou voire des masters, qui englobent la formation de formateurs français langue étrangère, français langue d'intégration, et avec des modules illettrisme. Oui. Qui nécessitent parce qu'on a des salariés qui parlent au départ très mal le français, hein. Donc, en fait, il faut arriver effectivement, avec français langue étrangère, à avoir cette niveau-là. Et juste pour reboucler sur l'action Sodebo, qui a été présentée à la réunion d'information du mois de juin que j'ai organisée, effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis de nombreuses années. Il y a eu une petite pause pendant le Covid. Et ils ont pris conscience en fait du besoin de cette formation au moment de changement d'organisation de l'entreprise. C'est souvent des moments où on repère des situations d'illettrisme parmi les salariés. Ils ont souvent une forte résistance au changement et des difficultés d'adaptation. C'est ce qu'on a vu avec les différents degrés. En fait, ils se sont rendus compte du bienfait de ces formations depuis la première session qui a été faite un petit peu par besoin d'évolution des modalités de travail, mais ils l'ont poursuivi parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment un atout pour les salariés. Et dans cette diapo, Ophélie a précisé qu'effectivement, mettre en place de la formation de base dans une entreprise, c'est pas comme proposer un cours d'anglais ou un cours d'utilisation d'Excel. Ça nécessite une préparation qui est importante, à savoir une forte implication des RH. Ça se prépare en amont pour pouvoir mobiliser les salariés, les rassurer et surtout bien construire un parcours qui ait du sens à la fois
pour l'entreprise et les besoins de l'entreprise, les besoins sur le poste de travail du salarié et les besoins du salarié, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du français pour le français ou des maths pour les maths, il s'agit vraiment de proposer une formation, un parcours de formation qui est élaboré, ancré dans la situation de travail du salarié pour que ça ait du sens pour tout le monde. Et c'est dans ce sens que c'est aussi très important d'impliquer les managers, notamment les managers de proximité, pour qu'ils aient bien conscience de ce que sont en train de vivre les salariés en formation, puisque c'est pareil, c'est pas des formations qui se font en 2 jours, ce sont des formations qui s'installent un peu plus dans la durée et voilà, le salarié a besoin d'être rassuré et accompagné par son manager de proximité pour noter toutes les avancées et valoriser en fait l'engagement du salarié et l'utilité de ce qu'il est en train de faire. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement pas. Est-ce que vous aviez des compléments à ajouter En complément, enfin, moi, je réinsisterai, je l'ai déjà dit, hein, mais je réinsisterai sur le fait qu'effectivement, Cléa s'adresse aussi à des salariés en situation d'illettrisme. Forcément, ça a des impacts hein, si on part d'une situation d'illettrisme, notamment si on part d'une situation de degré 1. Ça veut dire qu'il faut construire un parcours avec un certain nombre d'heures pour que le salarié ait une chance effectivement d'évoluer, que les salariés, même en situation d'illettrisme, ne sont pas des pages blanches, ils vont forcément valider un certain nombre de domaines qui vraiment servent à valoriser et à remettre en confiance le salarié et à le convaincre justement d'entrer en formation pour aller valider les domaines qui manquent. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui s'adresse aussi à des personnes en situation d'illettrisme. Ça nécessite effectivement une organisation un peu spécifique, mais c'est possible. Et Ophélie Herriot aurait très bien pu, enfin voilà, aurait témoigné dans ce sens. Eux, ils font ça à Cap Savoir depuis des années. Ils accompagnent des salariés en situation d'illettrisme jusqu'à l'obtention de certificat Cléa. Et même s'il manque quelques domaines dans le certificat, la marge de progression est là et la valorisation du salarié est également là, même si on ne va pas jusqu'à le certificat complet. Et de toute façon, il y a 5 ans pour aller au bout, donc on peut se remettre en selle un peu plus tard et finir de valider ce qui manquait. On a 2 autres questions. Oui. Peut-on avoir plus de précisions sur les parcours de 12 à 18 mois? Combien d'heures par semaine? Donc là, Ophélie expliquait qu'elle est plutôt partie, et même quand on l'a fait avec un organisme de formation du 44, sur 3 heures par semaine, une demi-journée par semaine. Bien sûr, avec tout ce qui est vacances ou en fonction aussi de l'entreprise. Hein. Comme le disait Armel, c'est important que l'entreprise, comme elle est dans la boucle, c'est aussi en fonction de son activité qui peut aussi être bloquant sur certaines périodes. Mais l'idée, c'est de ne pas faire de grandes coupures. Donc, c'est vraiment d'être sur un volume horaire pas plus qu'une demi-journée par semaine. Parce qu'après, vous perdez aussi ces salariés qui n'ont pas l'habitude d'être en salle aussi. Hein. Voilà, c'est à peu près 3 heures par semaine. C'est pour ça que le parcours est très long en soi, parce que 126 heures, on se dit, oh, ben, c'est rapide, mais non, en fin de compte, c'est sur la durée et le temps d'acquérir aussi hein, ces nouveautés, ces nouvelles compétences. Il y a un temps aussi d'acquisition qui ensuite, les salariés les mettent à profit dans le domaine professionnel avec leur manager. On a une question, une dernière peut-être. Est-ce que je pourrais trouver des informations sur comment repérer l'illettrisme auprès des personnes, comment l'identifier? Moi, je peux peut-être répondre en partie. On a réalisé préalablement un webinaire sur ce sujet-là. Je vais essayer de vous envoyer
le replay si vous voulez pour consulter. Peut-être Armel a d'autres éléments sur ce point-là. Oui, j'allais dire effectivement, en fait, il faut être sensibilisé à l'illettrisme. Ce sont des sessions que j'anime assez régulièrement. Effectivement, il y avait eu une session qui avait été organisée et enregistrée par le CARIFOREF, assez généraliste, mais ça permet d'avoir des premiers éléments assez concrets. Et sinon, je serais tentée de dire, prenez directement contact avec moi, on discute et on voit ce qu'il est possible d'organiser par rapport à cette capacité à repérer l'illettrisme dans un contexte particulier, notamment du conseil départemental et de l'intervention des acteurs de conseil départemental. Je ne sais pas, peut-être que je peux mettre mon adresse mail dans le chat pour. Oui, tout à fait. On pourra peut-être l'ajouter au support si vous voulez. Le support vous sera bien entendu envoyé à l'issue de ce webinaire. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. Et au plaisir de vous accompagner dans cette démarche auprès des entreprises et des organismes de formation.